petite synthèse sur ce qu'on a vu. Est-ce qu'on avait déjà noté quelque chose sur Hobbes? On avait déjà noté quoi, à peu près? On en... Problème du concept de la Dites-moi précisément. Le problème du concept de la justice, c'est qu'il superpose une dimension morale et un cadre légal. Or, il n'est pas contraint Très bien. de Ok. Alors, euh, Hobbes distingue clairement il distingue clairement la loi dans sa légalité et dans son utilité. Il distingue euh, selon l'utilité et la légalité de la loi. Pour qu'une loi soit une loi, il faut que les sujets, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à la loi, soumis à l'autorité de la loi, il faut que les sujets reconnaissent l'autorité du pouvoir qu'il a faite. C'est ce que Hobbes appelle la justice. C'est ce que Hobbes appelle la justice, qui se confond ici avec la légalité. L'égalité en un seul mot. C'est ce que Hobbes appelle la justice, qui se confond ici avec la légalité. Alors, la difficulté vient que toutes les lois ne sont pas bonnes. Toutes les lois ne sont pas bonnes. Toutes les lois sont légales, toutes les lois sont justes, mais toutes les lois ne sont pas bonnes. Alors, je relis le texte, comme ça vous pouvez comparer ce que dit Hobbes avec la situation dans laquelle nous sommes plongés actuellement, c'est pas tout à fait inutile. Une bonne loi est celle qui est nécessaire pour le bien du peuple et en même temps claire. En effet, l'utilité des lois, qui ne sont que des règles autorisées, n'est pas d'empêcher les gens de faire toute action volontaire, mais de les diriger et de les maintenir dans un mouvement tel qu'ils ne se fassent pas de mal par l'impétuosité de leurs propres désirs, par leur imprudence et leur manque de discernement, comme des haies sont installées non pour arrêter les voyageurs, mais pour les maintenir dans le droit chemin. Et c'est pourquoi une loi qui n'est pas nécessaire, n'ayant pas la véritable finalité d'une loi, n'est pas une bonne loi. On pourrait imaginer qu'une loi est bonne quand elle est faite pour l'avantage du souverain, quoiqu'elle ne soit pas nécessaire au peuple. Mais il n'en va pas ainsi, car le bien du souverain et le bien du peuple ne peuvent être séparés. C'est un souverain faible que celui qui a des sujets faibles. Et c'est un peuple faible que celui dont le souverain n'a pas le pouvoir de régir les sujets selon sa volonté.
Des lois qui ne sont pas nécessaires, ne sont pas de bonnes lois, mais des pièges pour récupérer de l'argent, qui sont superflus là où le droit du pouvoir souverain est reconnu, et qui sont insuffisants pour défendre le peuple là où il ne l'est pas. Alors, je vous parle et ensuite on fait une petite synthèse. Hobbes va comparer les lois à quelque chose de concret, à une réalité physique, à des choses. Au début du texte que je viens de lire, Hobbes compare le monde à une forêt et il dit que les lois, c'est comme... Pardon? Non, non, non. Les lois sont comme, par rapport à la forêt, les lois seraient comme... Vous vous rappelez pas? C'était le début de ce que je viens de dire. Comme des haies. Comme des haies. Qu'est-ce que c'est que des haies? Des haies, c'est ce qui permet de délimiter un chemin, qui nous permet d'aller là où on veut aller, ok, beaucoup plus vite que s'il n'y avait pas de limite au chemin. Euh, dans une forêt, on se perd facilement, alors que s'il y a un chemin bordé de haies, on va plus vite là où on veut aller. Ok. Euh, c'est pas compliqué. Euh, la raison pour laquelle les armées romaines ont été d'assez loin supérieures à toutes les autres forces militaires de leur époque, c'est la via romana, la voie romaine, la route qui leur permet de projeter des troupes aux quatre coins de l'Europe de manière extrêmement rapide. On pourrait croire que les routes, c'est ce qui vient limiter notre mouvement. En réalité, c'est ce qui vient accélérer notre mouvement, c'est ce qui vient simplifier notre mouvement. Une technologie toute simple, les routes, et vous allez beaucoup plus vite. Et c'est ce que dit Hobbes au fond. Les lois sont là pour nous arrêter quand il le faut, mais surtout pour nous permettre d'aller là où nous le voulons. Sans les lois, ce serait la jungle, effectivement. Okay. Euh, les mouvements humains, les actions humaines seraient totalement chaotiques et désordonnées. Et donc, ce que dit Hobbes, c'est qu'une bonne loi, c'est une loi qui a la même utilité qu'une haie dans une forêt, un chemin bordé de haies dans une forêt, c'est-à-dire que à la fois ça nous protège et ça nous rend le plus libre possible. Ça nous rend le plus libre possible. D'une certaine manière, ça nous rend aussi libre qu'on peut l'être sans qu'on se cause mutuellement du tort. Une loi qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas utile au bien du peuple, n'est pas une bonne loi. Alors, Hobbes va dire, oui, mais on pourrait dire par exemple qu'une loi qui favorise le souverain, qui favorise l'État souverain, au détriment du peuple, pourrait être une bonne loi. Et Hobbes va dire non. Pourquoi? Parce que le bien du peuple et le bien du souverain, c'est le même. Un souverain qui affaiblit son peuple, par exemple en l'accablant d'impôts, okay, ou en prenant certaines mesures d'ordre public, n'est-ce pas? Euh, un souverain qui détruit son économie, sciemment ou non, c'est un souverain qui va s'affaiblir, forcément. Un État dont l'économie s'est effondrée, c'est un État qui va être faible. Un État qui change de mesures ou de protocole à peu près tous les 15 jours, c'est un État qui finit par ne plus se faire obéir. Il n'y a qu'à regarder les rues de Paris en ce moment. Tout le monde est sorti. Voilà. Les magasins sont fermés, mais les gens découvrent les joies de se promener dans Paris d'un seul coup. Et il n'y a pas un policier pour contrôler la loi, pour faire respecter la loi. Autrement dit, c'est ce que dit Hobbes, un souverain qui est incapable de se faire obéir est un souverain qui est faible. Ça peut rappeler ce que Alain pouvait dire, le philosophe Alain, donc vétéran de la Première Guerre mondiale, prof de prépa, de classe préparatoire au lycée Henri IV. Il disait que le citoyen doit être contre le pouvoir.
dans deux sens en fait. Il doit être tout contre, c'est-à-dire qu'il doit soutenir le pouvoir, mais pour cela, il faut qu'il ait sa rationalité, il faut qu'il ait son indépendance, il faut qu'il ait son autonomie, il faut qu'il soit, en bref, un citoyen. À partir du moment où on a trop affaibli le peuple pour qu'il soit véritablement rationnel et autonome, eh bien, il ne peut plus être contre le pouvoir dans l'autre sens, c'est-à-dire il ne peut plus soutenir le pouvoir. Un État qui a abruti son peuple est un État qui se- peut se croire fort, mais qui en réalité est faible. Okay. Petit paradoxe là encore de la pensée de Hobbes échappe à toutes les catégories dans lesquelles on pourrait le placer. Hobbes, c'est le papa de l'absolutisme, de la théorie de la souveraineté absolue. C'est quelqu'un qui aurait pu inspirer les conceptions que Colbert, enfin que Richelieu, puis Colbert pouvait avoir du rôle de l'État et de la fonction régalienne, de la fonction du roi. C'est aussi un libéral. Et on a l'impression que son absolutisme s'oppose à son libéralisme, mais pas du tout en fait, pas du tout. Pour Hobbes, la souveraineté ne se partage pas, il faut qu'il y ait un État qui prenne toutes les décisions, et rien de ce que peut faire l'État n'est injuste. Mais il faut comprendre que ce n'est pas dans l'intérêt de l'État que de se comporter de manière à affaiblir le peuple, à asservir son peuple. Un État fort, c'est un État dont le peuple est fort et donc qui doit laisser le maximum possible de liberté à son peuple. Voilà. C'est à la fois, on pourrait dire, un absolutiste et un libéral radical. Petite synthèse là-dessus. Alors, et ensuite on fera une critique de ce que dit Hobbes. Ok. Alors, pour Hobbes, une bonne loi est une loi qui est nécessaire au peuple. Nécessaire dans la mesure où elle empêche les sujets nécessaire dans la mesure où elle empêche les sujets de se nuire mutuellement. Nécessaire dans la mesure où elle empêche les sujets de se nuire mutuellement. Utile dans la mesure où elle permet à chacun de satisfaire ses désirs, où elle permet à chacun de satisfaire ses désirs en lui garantissant, le maximum de liberté. En lui garantissant le maximum de liberté.
on pourrait peut-être dissocier le bien du souverain du bien du peuple. Mais Hobbes s'y oppose. Le souverain se nourrit de la force de son peuple et inversement. Alors trois remarques. Trois remarques. Je vous l'ai dit et ensuite on les note. Mais première remarque, ça signifie que on ne peut pas savoir vraiment à l'avance, à moins de connaître son peuple en fait. On ne peut pas connaître à l'avance les effets qu'aura une loi sur la société. Il faut avoir une connaissance profonde de son peuple pour anticiper les effets d'une loi, c'est-à-dire son utilité ou son caractère nuisible. Et le rôle d'un souverain, d'un bon souverain, c'est précisément d'être capable d'anticiper les effets sociaux de nouvelles lois. Comment est-ce que je sais, comment puis-je savoir si une loi est bonne ou non? Est-ce que la société est en meilleure santé? Et je ne parle pas seulement de la santé au sens de l'absence de maladie, puisque d'après la définition de l'OMS, la santé, ça a également une dimension sociale et économique. Il ne faudra peut-être pas l'oublier. Est-ce qu'une société est tout simplement plus forte avant ou après une loi? Pour savoir si les lois sont bonnes, il faut regarder l'état de la société. Si la société est pleine de dissensions, si la société est fracturée, si elle s'appauvrit, etc., etc. Si les lois ne sont plus respectées, alors c'est que la société est en mauvaise santé et que les lois sont mauvaises. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que l'utilité d'une loi n'est peut-être pas le seul critère à prendre en compte pour définir ce que c'est qu'une bonne loi. Je peux prendre plusieurs exemples. L'impôt sur la fortune coûtait plus cher à prélever qu'il ne rapportait. Okay. Donc en fait, le nombre de fonctionnaires qu'on payait pour contrôler cet impôt, pour prélever cet impôt, pour inspecter cet impôt, coûtait plus cher à l'État que l'impôt n'apportait de recettes à l'État. D'après Hobbes, ce serait ce qu'il appelle des pièges pour récupérer de l'argent, sauf que là, en plus, on n'en récupère pas, on en perd. On pourrait dire que c'est un impôt inutile. Sauf que il n'y a pas que l'utilité pécuniaire dans la vie. Il n'y a pas que des calculs financiers dans la vie. Je pense qu'on est en train de voir à quel point une gestion strictement entrepreneuriale de l'hôpital public peut avoir de néfastes en situation de crise. Si on dit ah oui, en temps normal, on n'a pas besoin de 150 lits, on pourrait en avoir simplement 90, et hop, on supprime 60 lits, et qu'on se retrouve dans une situation un petit peu particulière comme la nôtre en ce moment, et que d'un seul coup, on se rend compte que le coût des économies qu'on a pu faire auparavant va être en réalité
bien supérieure aux largesses budgétaires qu'on pouvait avoir il y a encore de ça quelques années, eh bien on se rend compte que l'utilité doit être évaluée de manière plus large. Vous avez d'abord des lois qui ont une portée symbolique euh, et vous avez des logiques d'utilité qui se font sur le long terme. Et on ne peut pas, d'une certaine manière, déterminer avec une certitude absolue ce qui peut être utile ou pas à une société. Euh, à vrai dire, c'est vrai de toute nouveauté. On ne peut pas savoir ce qu'une nouvelle technologie ou des recherches scientifiques vont euh, induire comme utilité, vont entraîner comme usage. Et de la même manière, on ne peut pas savoir ce qu'une mesure budgétaire peut avoir comme effet à l'échelle d'une génération, deux générations, trois générations. Quant à la dimension symbolique des lois, euh, elles sont importantes, si vous voulez. Euh, les, les lois reconnaissent en fait des évolutions de la société qui ne sont pas, qui ont besoin de la consécration de la loi en fait pour être effectives. Euh, on peut penser par exemple à l'impôt sur la fortune, qui est une volonté claire de l'État d'essayer de parvenir à une égalité réelle. La question, c'est de savoir si le symbole doit l'emporter sur la réalité. Euh, parce que, bon, les vrais riches, ceux qui ont beaucoup de patrimoine, ça fait longtemps qu'ils ne vivent plus en France. Les Français très riches, ça fait longtemps qu'ils sont en Belgique, si vous voulez. Donc en fait, quelle est l'utilité d'un symbole si le symbole tombe complètement à côté de la plaque? Moi, je défends le cynisme en politique. C'est-à-dire, je pense que il faut être absolument du côté de l'efficacité de l'action plutôt que du côté des entre guillemets valeurs, parce que généralement les valeurs sont totalement inefficaces par rapport à des mesures qui sont strictement pragmatiques. On a la volonté de redistribuer. On est l'État probablement du monde qui redistribue le plus de richesses, mais quand on fraude le fisc, on est redressé légèrement, mais c'est pas très très grave. Quand on fraude le fisc aux États-Unis, qui a fraudé, quel est le criminel qui a fraudé, le plus célèbre qui a fraudé le fisc et qui est allé 25 ans en prison pour ça, alors, qui a été condamné très lourdement pour ça? Le gangster le plus célèbre de l'histoire des États-Unis, Al Capone. Al Capone est allé en prison non pas pour assassinat, mais parce il n'avait pas déclaré d'impôts, enfin, il n'avait pas déclaré de revenus des années. Et il est allé en prison parce qu'il avait fraudé le fisc. Ok. Le gangster le plus célèbre des États-Unis, à Alcatraz, je crois, à cause de, de sa fraude fiscale. Et là, vous voyez que les États-Unis, si vous voulez, ils se foutent de la redistribution, peut-être plus encore que n'importe quel autre État, mais on ne vole pas l'État. On ne vole pas l'État. Ouais. Il s'est pas fait arrêter parce qu'il faisait du trafic d'alcool Pas pendant. du tout, justement. Alphonse Capone, c'est effectivement le trafiquant en tout genre, hein. Il faisait pas que de Mais pendant la Prohibition, c'était ce qu'on appelait un bootlegger. C'était celui qui importait du cas maximum d'alcool. Il a fait sa fortune grâce à la Prohibition. Mais euh, là aussi, la Prohibition, on pourrait en parler. Euh, il n'a pas été. Vous avez un film avec Kevin Costner qui s'appelle Les Intouchables, qui est inspiré d'une vieille série télé américaine, où ils essayent de choper Capone pour des affaires de meurtre. Ils n'y arrivent pas. Et ils disent, mais l'État américain a très bien les moyens de se défendre. On appelle le Trésor et on regarde. Ah, tiens, il vit dans une suite dans le plus bel hôtel de Chicago et il gagne zéro.
Enfin, il est censé gagner zéro. Comment fait-il? C'est qu'il ne déclare pas son argent. Il ne déclare pas ses revenus. Il vole l'État. Et l'oncle Sam n'aime pas quand on le vole. Voilà. Résultat, il n'a jamais été inculpé pour... Enfin, il n'a jamais été condamné pour homicide. Inculpé peut-être, mais jamais condamné. Prenons la prohibition. La prohibition, c'est cette loi, je crois, c'est cette mesure du Congrès qui est promulguée en 1920, il me semble, début des années 20 en tout cas, et qui interdit la consommation d'alcool, la vente et la consommation d'alcool, ok. Y compris dans le cadre familial et privé. Euh, Mesure qui n'est qu'un piège pour récupérer de l'argent, parce que, comme disent les Anglais, boys will be boys, hein, on ne peut pas empêcher les gens de picoler, même au nom de la morale, même au nom des valeurs chrétiennes les plus puritaines qui soient. Une loi qui ne peut pas être appliquée et qui en plus va engendrer une criminalité errante n'est pas une bonne loi. Et d'ailleurs, c'est une loi qui va finir par être abolie. Je vous recommande vraiment de voir comment ça s'appelle? C'est The Untouchables, les incorruptibles, merci. Les incorruptibles. Parce que, au fond, Elliot Ness se fout de savoir si c'est bien ou mal de boire de l'alcool. Il dit, la loi c'est la loi, je suis agent du Trésor et l'ancêtre du FBI, et je dois appliquer la loi. Et quand on lui demande ce qu'il va faire une fois que la prohibition a été abolie, il va dire, I'm gonna get a drink, je vais aller boire un coup. Ok. Alors, petite synthèse sur ce qu'on a vu. Donc, ah oui, il y avait un autre point, mais que je vais soulever dans la synthèse. Au fond, pour Hobbes, on ne peut pas savoir si une loi est bonne sans en mesurer les effets sur une société. Aucune loi n'est bonne en elle-même. Ça, c'est très important à comprendre, je pense. Aucune loi n'est bonne en elle-même. Mais seulement relativement à une société. Aucune loi n'est bonne en elle-même, mais seulement relativement à une société. Ça, c'était le premier point que je soulevais. Deuxièmement, deuxième remarque, on peut se demander si l'utilité doit être le seul critère. On peut se demander si l'utilité doit être le seul critère de définition d'une bonne loi. Alors, s'il faut se méfier, d'une vision strictement comptable, s'il faut se méfier d'une vision strictement comptable
du gouvernement, il faut se méfier plus encore de symboles inefficaces voire nuisibles. Ça, ne le notez pas, mais faut prendre conscience, pardon, que le cynisme le plus effroyable, peut-être, est celui qui se cache derrière les symboles, qui se cache derrière ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs. Euh, enfin, ma génération a été marquée par la guerre en Irak, au nom des valeurs. Si vous voulez. On voit ce que valent ces valeurs quand on regarde où en est Mossoul aujourd'hui. Troisième remarque, et c'est peut-être la remarque la plus critique qu'on peut faire à l'égard de Hobbes. Le problème fondamental de la pensée de Hobbes, de la pensée politique de Hobbes, est de concevoir l'autorité politique sous la forme d'un contrat. Concevoir l'autorité politique sous la forme d'un contrat. Ce qui motive sa comparaison entre la loi et la règle d'un jeu. Un jeu, c'est un contrat entre joueurs. Ben, pour Hobbes, la vie en société, c'est un petit peu comme un jeu. C'est-à-dire, c'est un contrat. Alors, la plupart d'entre nous n'a pas choisi. Alors, le pays dans lequel il est né, certainement pas, mais n'a pas choisi le pays dans lequel il a grandi. Il n'a jamais signé de contrat avec qui que ce soit. Il faut donc penser l'autorité de la justice sur un autre modèle.
On va attaquer la dernière partie du cours sur la morale, très précisément. Grand 4, l'équité et la moralité, au-delà de la légalité, point d'interrogation. Grand 4, l'équité et la moralité, au-delà de la légalité. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que ce que j'ai dit était compréhensible? Euh, alors, on va lire un texte d'Aristote qui parle de l'équité. Qu'est-ce que c'est que l'équité pour vous? Qu'est-ce qu'une décision qui est équitable? Pascal. Alors oui, ça donnerait quoi par exemple? Prenez un exemple concret. Gagnant-gagnant. Alors c'est pas forcément ça l'équité. Non, c'est pas toujours ça. Vous avez un stock de nourriture et 10 personnes. Comment est-ce que vous répartissez la nourriture? Bah, il y a une manière égalitaire de répartir ce stock qui consiste à diviser par 10 le stock et à donner des rations absolument égales à chaque personne. Mais, mais que se passe-t-il, par exemple, je ne sais pas moi, si il y a des enfants de 5 ans et des adultes, une femme enceinte, une anorexique, etc., etc. Est-ce que ce serait équitable de donner la même quantité de nourriture à un enfant de 5 ans et à une femme enceinte? Pas le choix, donc oui. Mais si vous avez le choix, si vous pouviez répartir... Non, pourquoi c'est bizarre que ce soit Pascal qui dise ça? Ah ben, c'est lui qui veut rien donner. Alors, l'équité, ça consiste à donner à chacun sa part, en fonction de certains critères qui peuvent être le mérite, le besoin, certaines circonstances atténuantes ou aggravantes, etc., etc. Donc, un juge équitable, c'est quelqu'un qui va être capable d'aborder un cas particulier, non seulement de manière impartiale, c'est-à-dire sans préjugés, mais qui va observer le cas particulier et voir ce qui fait que ce cas particulier sort des cas habituels et adapter la règle en fonction du cas particulier. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est ça une décision qui serait purement équitable. Donc, il faut bien comprendre là aussi que la justice, ce n'est pas seulement l'égalité. Et ce n'est peut-être même pas toujours l'égalité. Parfois, la justice, c'est l'équité. Et l'équité passe par une forme d'inégalité arithmétique, mais d'égalité proportionnelle. Une égalité qui serait ici proportionnelle. On va donner à chacun non pas la même chose, mais la même chose en fonction de son mérite, de son besoin, de certaines circonstances, etc., etc. Alors le problème, c'est que vous voyez que l'équité par rapport à la loi va introduire un décalage, va introduire un écart. Et la question est de savoir si l'équité,
rompt complètement les amarres par rapport à la loi. L'équité devient un principe qui s'émancipe complètement de la règle, ou si au contraire, c'est un principe qui doit se soumettre à la loi. C'est ce que nous allons voir avec un auteur qui s'appelle Aristote. Donc un texte qui est tiré de l'Éthique à Nicomaque, du livre 5 de l'Éthique à Nicomaque. Ce qui fait la difficulté, c'est que l'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste selon la loi, mais un correctif de la justice légale. La raison en est que la loi est toujours quelque chose de général, et qu'il y a des cas d'espèce, c'est-à-dire des cas particuliers, pour lesquels il n'est pas possible de poser un énoncé général qui s'y applique avec rectitude. Dans les matières, donc, où on doit nécessairement se borner à des généralités, et où il est impossible, la loi ne prend en considération que les cas les plus fréquents, sans ignorer les erreurs que cela peut entraîner. La loi n'en est pas moins sans reproche, car la faute n'est pas à la loi ni au législateur, mais tient à la nature des choses, puisque par leur essence même, la matière des choses de l'ordre pratique revêt ce caractère d'irrégularité. Quand, par la suite, la loi pose une règle générale, et que là-dessus survient un cas en dehors de la règle générale, on a alors le droit, là où le législateur a omis de prévoir le cas et a péché par excès de simplification, de corriger l'omission et de se faire l'interprète de ce qu'eût dit le législateur lui-même s'il avait été présent à ce moment, et de ce qu'il aurait porté dans sa loi s'il avait connu le cas en question. Je relis cette phrase parce qu'elle est importante, elle définit ce que c'est que l'équité pour Aristote. On a alors le droit, le législateur a omis de prévoir le cas et a péché par excès de simplification, de corriger l'omission et de se faire l'interprète de ce qu'eût dit le législateur lui-même s'il avait été présent à ce moment, et de ce qu'il aurait porté dans sa loi s'il avait connu le cas en question. De là vient que l'équitable est juste et qu'il est supérieur à une certaine espèce de juste, non pas supérieur au juste absolu, mais seulement au juste où peut se rencontrer l'erreur due au caractère général de la règle. Telle est la nature de l'équitable. C'est d'être un correctif de la loi, là où la loi a manqué de statuer, c'est-à-dire de décider, à cause de sa généralité. En fait, la raison pour laquelle tout n'est pas défini par la loi, c'est qu'il y a des cas d'espèce pour lesquels il est impossible de poser une loi, de telle sorte qu'un décret est indispensable. De ce qui est en effet indéterminé, la règle aussi est indéterminée, à la façon de la règle de plomb utilisée dans les constructions de Lesbos. Lesbos est une île grecque. De même que la règle épouse les contours de la pierre et n'est pas rigide, ainsi le décret est adapté aux faits. Alors, que dit Aristote? Qu'est-ce qu'une bonne loi pour Aristote? Qu'est-ce qui va caractériser une bonne loi? Quelle est l'essence de la loi? Est-ce qu'une loi qui cible une catégorie de la population est une bonne loi pour Aristote? Pascal? Non. Donc une bonne loi, c'est une règle qui a pour caractère d'être générale. Très bien. L'essence de la loi, dit Aristote, c'est la généralité. En fait, pour Aristote, la loi politique, la loi civile et la loi de la nature ont pour caractère commun d'être générales, voire universelles, dans le cas de la loi de la nature. Pour Aristote, donc, une bonne loi est par essence générale. Est-ce que tous les êtres humains se comportent systématiquement de la même manière? Non. Est-ce que les actions des êtres humains sont intégralement prévisibles? Parfois oui, parfois non. La plupart du temps, on pourrait dire effectivement qu'il y a une certaine généralité dans nos actions. Nos actions ont un caractère homogène. Mais parfois non. Parfois, certaines actions sont surprenantes, étonnantes. Est-ce que je peux bien juger une action particulière
qui sort de la généralité avec une règle générale. Est-ce qu'une règle générale suffit à juger d'un cas qui sort de l'ordinaire, d'un cas qui serait extraordinaire, justement? Ok, j'ai un certain nombre de lois qui prévoient ce qui se passe en général. Si survient un événement imprévu, est-ce que la règle générale va m'être utile pour apprécier, pour juger ce cas qui sort de l'ordinaire? Non, on est d'accord. On a ramé un petit peu, mais on y est arrivé. Non, effectivement. La loi, par définition, elle prévoit les cas qui arrivent le plus fréquemment. Mais quand il y a un cas qui sort de l'ordinaire, la loi est muette. Elle ne dit rien. Et c'est là que l'équité intervient. L'équité va consister pour le juge à se demander ce que celui qui a écrit la loi aurait fait à sa place. Ça, c'est très compliqué. On va le voir en détail la prochaine fois. Il va se demander ce que le juge aurait, enfin plutôt le législateur, donc plutôt le député, à sa place. Et en imaginant cela, il sera capable de prendre un décret, c'est-à-dire une décision, qui sera adaptée à la fois à la règle, qui sera l'adaptation de la règle plutôt, au cas particulier. Ouais. Donc, du coup, si j'ai bien compris, c'est comme si, par exemple, dans un jeu, on découvre un bug, mais qui était patché après. Euh, ouais, c'est tout à fait ça. D'une certaine manière, c'est l'équité revient à patcher le bug d'un jeu. Euh, le problème, si vous voulez, c'est que il faut que le patch soit lui-même compatible avec le programme. Avec le programme. Parce que si le patch, si la mise à jour entraîne de nouveaux bugs, ou détruit le jeu, déstabilise complètement, corrompt le programme du jeu, à ce moment-là, on ne peut plus parler d'équité. On ne peut plus parler d'adaptation de la règle générale à un cas particulier. Okay. Alors, la métaphore qu'utilise Aristote, ce n'est pas la métaphore du patch d'un programme ou d'un jeu vidéo, c'est plutôt une métaphore inspirée de l'architecture. Vous savez qu'il est très difficile de mesurer la circonférence d'un cylindre avec une règle rigide. Vous avez tous des règles dans vos trousses, d'où le décimètre. Allez mesurer la circonférence d'une colonne avec une règle. Ce que les Grecs ont fait, c'est vraiment pas compliqué, mais il fallait y penser. C'est qu'ils ont pris une règle souple, un petit peu l'équivalent d'un maître couturier. Ils ont gradué cette règle, et comme elle est souple, elle va permettre d'entourer n'importe quelle surface irrégulière. C'est pas seulement une colonne, si vous voulez, mais n'importe quelle surface irrégulière. Okay. C'est ça l'équité. L'équité, ça consisterait à pouvoir appliquer n'importe quelle règle à n'importe quel cas particulier, tout en conservant la graduation, tout en conservant la mesure. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ouais. Quand est-ce que je vous revois? On se voit en classe entière vendredi, c'est ça? Okay. Bah, d'ici là, portez-vous bien, je vous libère. On a bien avancé. Et si on reste sur ce rythme, on finira le programme.